à droite, le grand entretien, Maude Koffler. Bonjour Thierry Lenz. Oui, bonjour Maude. Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas reçu dans la matinale, vous m'avez manqué. D'autant que l'été fut long, en particulier ces heures insoutenables d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques, sans oublier bien sûr cette remise de décoration dans une ambiance électro au pied de l'Arc de Triomphe samedi. Thierry Lenz, avant de parler de votre actualité, je voudrais avoir votre avis sur ces différents tableaux. On va pas refaire l'histoire, mais a-t-on eu raison de râler d'abord au sujet de la cérémonie d'ouverture et de la représentation, par exemple, de Marie-Antoinette décapitée ? Écoutez, oui, je pense qu'on a eu raison de râler. Alors c'est vrai que la suite a fait taire les râleurs, puisque il faut quand même reconnaître que ces Jeux Olympiques ont été une grande réussite sur le plan de l'organisation, sur le plan du décor, des lieux de compétition, etc. Mais y avait-il besoin de commencer cette quinzaine et même ce mois entier avec les Jeux paralympiques, avec une cérémonie d'ouverture de cette nature, où au fond même on s'est trompé de cible. La cible, c'est l'univers, c'est le monde. Et en fait, Thomas Joly, Patrick Boucheron et les autres ont proposé une cérémonie qui était uniquement destinée aux Français, à la fois pour essayer de leur faire voir les voies nouvelles de la société, et puis surtout leur donner un peu la leçon, et probablement les agacer un petit peu. De toute façon, Patrick Boucheron l'avait bien dit dans les jours qui ont précédé, il voulait faire l'anti-Puy du Fou, il voulait justement, on va en parler. provoquer, etc., etc. Donc oui, je crois qu'on a eu raison. Ça restera, pour moi en tout cas, le point noir. Enfin, toutes les cérémonies d'ailleurs resteront le point noir, parce que ça a été soit complètement idéologisé, comme la cérémonie d'ouverture des Jeux, puis le reste, c'était quand même, tout ça a été fait dans un désordre, avec une absence de ligne conductrice et jamais l'envie de montrer ce que peut être la France. Elle l'a très très bien montré pendant les Jeux, puisque ça a été un sans faute. En revanche, ces cérémonies laissent un goût un peu amer, parce que on a dépensé beaucoup d'argent pour ça, quoi, finalement. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que la gauche a beaucoup réagi au moment de la cérémonie d'ouverture et de clôture, mais alors pendant les Jeux, rien du tout. Aucune félicitation aux athlètes. Alors un autre événement, l'Arc de Triomphe est devenu le théâtre de représentation artistique pour le moins contrasté, en contraste surtout avec le lieu, avec le poids de l'histoire. Vous, en tant qu'historien, que ressentez-vous lorsque vous assistez à un tel spectacle impliquant le président de la République, c'est pas rien, qui se tille fièrement devant la tombe du soldat inconnu ? Oui, écoutez, alors... Bon, l'Arc de Triomphe a une histoire très spéciale. D'abord, c'est un monument qu'on a mis très très longtemps à construire, puisqu'il est commencé en 1808, il est fini en 1835. Et en fait, il n'a servi qu'une seule fois l'Arc de Triomphe dans sa vie, si je puis dire, c'est au moment du défilé du 14 juillet 1919. D'accord. Le reste du temps, même Napoléon III ne faisait pas passer ses armées sous cet arc de triomphe-là. Il préférait faire des arcs de triomphe éphémères sur les boulevards. Et donc, on va dire que sa fonction triomphale n'a pratiquement jamais s'est jamais exprimée. D'autant plus que après 1922, le soldat inconnu bloque le passage. Alors donc c'est un monument qui est à la fois un monument qui n'a jamais rempli son but, ou une seule fois dans l'histoire, mais qui est devenu aussi, grâce aux soldats inconnus, un monument de la mémoire nationale quand même extrêmement important. Alors je sais bien qu'aujourd'hui tout ça a 100 ans, donc on peut éventuellement se dire que c'est de la vieille histoire, etc. Mais il n'empêche que c'est à la fois un monument de la mémoire, mais c'est aussi un monument vivant, puisque tous les soirs à 18h30, il y a ravivage de la flamme. Ça n'a jamais été manqué, comme on le fait souvent remarquer, pas même pendant l'occupation. L'occupant a laissé le comité de la flamme continuer cette cérémonie. Et donc, il y a effectivement un détournement d'objets, si vous voulez, au moment de cette cérémonie de remise des décorations. Mais je veux dire, le premier sentiment qui nous étreint lorsqu'on voit ça, c'est d'abord l'ennui. Parce que est-ce qu'on a besoin d'occuper pendant 5 heures les antennes de télévision pour ça, quoi. Je veux dire, encore une fois, je ne veux pas minimiser les exploits des athlètes olympiques, paralympiques, etc. Tout ça a été formidable, mais bon, 5 heures d'antenne pour ça m'a semblé un tout petit peu excessif. D'ailleurs, je pense que
je ne suis pas le seul à avoir fait plein d'autres choses pendant que se déroulait cette cérémonie, parce que c'était d'une longueur absolument insupportable. Ouais. Et puis surtout la deuxième partie, c'est-à-dire ces espèces d'habitudes qu'on a maintenant d'organiser des concerts, quoi, pour terminer les choses. Alors bon, on peut faire des concerts, hein. Moi je suis tout à fait pour les concerts, mais enfin voilà, quoi, c'est pas une cérémonie de clôture, c'est une espèce de concert. Alors en plus avec des artistes qui chantent généralement en anglais, tout ça. Vous n'avez pas aimé la prestation d'Aya Nakamura, la garde républicaine, Thierry Lenz ? Écoutez, ça, le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai pas aimé, parce que si vous voulez, il y a toute une série de symboles qui sont, à mon avis, qui sont des symboles qu'on a laissé faire. Hein. Je pense pas que au fond d'eux-mêmes, qu'il s'agisse du secrétaire perpétuel de l'Académie, du président de la République, etc. J'étais très content, ni très fier de ce qui se passait. Enfin, on a voulu épater la galerie. On fait sortir cette dame de l'Académie française. Alors, comme a dit Philippe de Villiers, c'est sans doute parce qu'un jour elle y entrera, compte tenu de la qualité de sa langue. Et puis surtout, je pense que la garde républicaine, dont on sait qu'évidemment sont des yéyés, évidemment. Est-ce qu'ils avaient besoin de participer à ce spectacle ? Mais c'est aussi un petit symbole. Ça veut dire que il y a plus grand chose de sacré en Macronie et hélas aussi ailleurs, quoi, hein, parce que et puis il y a quelque chose qu'on ne dit pas, et je vais peut-être choquer vos auditeurs et au-delà même peut-être, c'est que la mise en valeur de ces artistes, elle est je vais essayer de peser mes mots parce que ce que je vais dire est assez grave. C'est un peu l'éloge de l'obésité. Or, il se trouve que par ailleurs, on a des campagnes de santé publique pour lutter, pour montrer que c'est mauvais pour la santé. Puis on met en avant ces artistes. Alors moi je juge pas les qualités artistiques de la dame parce que d'abord je la connais pas, donc je me garderai bien de juger. Mais enfin que ce soit avec elle, que ce soit avec la personne qui figurait le Christ dans la scène, la DJ. voilà, on va. Enfin voilà, tout ça est très confus. Tout ça n'a pas de colonne vertébrale. Tout ça, au fond, tout ça ne veut pas dire grand-chose parce que je crois que personne dans le monde n'a cru que la France c'était ça. Oui, parce que vous disiez tout à l'heure que ces cérémonies s'adressaient essentiellement d'abord aux Français et moins à l'univers, mais aux Français d'une certaine France, parce que je pense pas que les Français de la campagne, c'est pas du tout méprisant ce que je dis, mais ce soit reconnu dans ces représentations. Je peux même vous garantir qu'il y a même des Français de la ville qui ne sont oui, d'ailleurs, pas reconnus. Oui, en fait. mais bon, ceci étant dit, je pense que c'était comme d'habitude ces petites provocations pour montrer que, pour une certaine intelligentsia, et on a vraiment de la peine d'utiliser ce mot. Évidemment, la France, ça n'existe pas. La France, ça doit être inclusif. La France, c'est des couleurs, c'est des hommes qui s'embrassent entre eux, c'est etc., etc. C'est vrai que ça fait partie des réalités françaises, mais ça n'est pas toute la réalité. Or, ces cérémonies d'ouverture, elles ont aussi un caractère symbolique et presque de publicité pour le pays. Hein. Or, vous avez des milliards de gens qui ont regardé cette cérémonie, qui se sont dit peut-être, la France, de la délicatesse, de la littérature, de la grande chanson à texte, etc. Et puis en fait, qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ils ont vu d'abord des artistes étrangers. Enfin, Lady Gaga est sûrement une personne très très bien. Je la connais un peu mieux parce qu'elle chante depuis plus longtemps. Mais enfin, elle avait rien à faire là, quoi. Il y a des chanteurs français, qui sont tout à fait capables de chanter Mon truc en plume. Ouais. Il n'y a pas besoin d'aller chercher Lady Gaga. Ouais, absolument. Où était Michel Sardou ? Vous le disiez tout à l'heure. Alors, comme il chante un peu faux, je pense qu'il n'aurait pas fait la performance. Michel Sardou chante faux. Écoutez, il a un peu perdu sa voix quand même. Hein. Scandaleux. Mais on l'adore. Hein, je ne retiendrai pas cette phrase, Thierry Lenz. Ouais. Vous l'évoquiez tout à l'heure, un anti-Puy du Fou, c'est ce qu'ont souhaité réaliser certains auteurs de l'ouverture et de la clôture des Jeux Olympiques, le contraire d'une histoire virile, héroïsée et providentielle. Philippe de Villiers a d'ailleurs remercié l'historien Patrick Boucheron d'avoir acté ces différences et donc promu le Puy du Fou, que vous connaissez bien, Thierry Lenz. Bien sûr. Oui, j'y ai même passé un petit bout de l'été. Donc, vous avez de la chance. Maintenant qu'on a dit du mal des anti-Puy-Follet, que dire de cette fracture, de cette opposition de deux mondes ? Que dire du Puy du Fou qui soudain devient une référence providentielle, pour reprendre le mot de Patrick Boucheron ?
Oui, écoutez, moi je crois d'abord que c'est effectivement, Philippe de Villiers a raison, c'est une formidable publicité pour le Puy du Fou. Je crois d'ailleurs que cette année, ils ont eu, alors que tous les parcs de loisirs ont eu une baisse de fréquentation, ils ont eu une augmentation de la fréquentation. Et Mm. j'y ai passé 3 jours parce que je j'avais pas beaucoup de vacances, donc j'ai décidé d'aller me distraire là-bas. Et sincèrement, on est, on est frappé par la qualité de ce qui s'y passe, évidemment, la propreté, l'amabilité de l'accueil, au fond, des tarifs qui sont tout à fait acceptables. On passe quand même, si on n'y vient qu'une journée, on passe une journée absolument, absolument extraordinaire. Ouais. Voilà, donc ça et puis c'est délicat, c'est poétique, ça peut être reposant si on se met un peu à l'écart de la foule, le secteur où on lit des fables de La Fontaine, tout ça, c'est vraiment très très reposant. Et évidemment, c'est exactement le contraire de ce que ont promu Thomas Joly et Patrick Boucheron, d'ailleurs, dont on remarquera qu'il a complètement disparu de la circulation. Oui. C'est-à-dire que c'est sa technique habituelle, hein. C'est-à-dire qu'il va faire une petite provocation, il va bien sûr parler beaucoup et parler de façon très très provocante, et puis tout à coup, lorsque la polémique arrive, il disparaît, parce qu'il est incapable de soutenir une polémique. Il y a quelques années, au moment de la sortie de la fameuse Histoire mondiale de la France, des débats avaient été organisés entre lui et, par exemple, l'historien Patrice Guénifet, qui l'a évidemment contrarié dans le premier débat. Il a annulé le deuxième. Hein. Il Ouais, n'est d'accord. absolument pas fait pour la polémique. Ajoutons aussi que il est très très fier d'appartenir au collège de France, alors qu'il nous affirme sans arrêt que la France, ça n'existe pas, ça n'existera jamais, et ça n'a jamais existé, quoi. Ouais. Donc, je crois que, si vous voulez, le problème, c'est que ça continue à marcher un peu, et ça continue à nous énerver beaucoup, parce que la structure médiatique, la superstructure médiatique, est exactement faite de gens comme ça. Mm. Donc ils ont aujourd'hui la main sur les moyens de communication, de diffusion, etc. D'ailleurs, c'est bien ce qui les agace avec parfois Radio Courtoisie, souvent avec CNews, c'est il y a une contradiction qui leur est donnée, qui est parfois une contradiction, on va dire, un petit peu ronchonne, mais aussi parfois un peu étayée, quoi. Hein. Mm. C'est-à-dire que ce qu'on a vu là, ce qu'ils veulent faire, la façon dont ils parlent de la France, c'est évidemment pas la façon dont les vrais gens parlent de la France, quoi. Hein. Ouais. Voilà, donc ça continue à tenir grâce à ça. Et pardon de revenir sur le mois de juin, mais la frayeur, la terreur qu'ils ont eue au mois de juin, au moment des élections législatives, est bien la preuve qu'ils sentent qu'à un moment donné, tout ça va s'arrêter. Ouais. Hein. Quand vous voyez à quel point France Info, France Télévisions, etc., se sont mis tout à coup à donner la parole à tout le monde, à être nuancés, etc., et puis une fois qu'ils ont été rassurés après les élections, c'est reparti, j'allais dire comme en 14, c'est reparti comme en mai 2024, c'est-à-dire avant la dissolution. Ouais. Voilà. Donc je crois que ces gens ont peur. Ils ont peur et sont par conséquent capables capables de tout pour défendre leur position, qui est d'abord leur position personnelle et institutionnelle, avant d'être une position idéologique, etc. C'est leur faire beaucoup trop d'honneur que de croire qu'ils ont des convictions sur quoi que ce soit. Ouais. Alors je vous propose de revenir à l'histoire, Thierry Lenz, l'histoire qui s'enseigne évidemment. Au début de l'année, Opinionway a révélé de grosses lacunes chez les jeunes de 16 à 24 ans. Par exemple, seulement 54% des 986 personnes interrogées étaient capables de donner la date de la Révolution française. 40% d'entre eux savaient que le mur de Berlin était tombé en 89. Dans ce même sondage, presque 40% des interrogés n'ont jamais entendu le terme rafle du Veldiv et 32% ne savent pas ce que veut dire solution finale. Thierry Lenz, Oui. d'où vient le problème ? Écoutez, le problème, il est très très ancien. Alors j'ai un privilège par rapport à vous, Maud, hélas, c'est que j'ai commencé il y a bien plus longtemps. Comme vous le savez, je suis maintenant devenu un vieux monsieur qui aime ses aises. C'est pourquoi je ne suis pas dans le studio ce matin. Ah, merci de l'admettre. Je vais vous raconter une anecdote qui a un peu plus de 40 ans. Hein. Il y a 40 ans, j'étais chargé de travaux dirigés dans une faculté de droit et je faisais l'histoire du droit constitutionnel et je commençais toujours la première séance en écrivant mon nom au tableau et en leur disant écoutez, maintenant que je me suis présenté, vous allez vous-même vous présenter. Et je leur appliquais un questionnaire
d'une dizaine de questions, Mmh. extrêmement simples. Voilà, je me rappelle, il y avait Victor Hugo est né en 1802, combien de constitutions a-t-il connu jusqu'à sa mort, etc. Bon, bref. Et j'étais très 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 surpris, nous étions en 82-86, de voir que beaucoup d'étudiants, première année de droit, me plaçaient le Premier Empire avant la Révolution française. Ah oui. Donc, si vous voulez, je ne suis pas complètement surpris des résultats de cette enquête. Je crois que, mais après vous allez voir, je vais aller dans votre sens. Mais d'abord, comment dire, limiter un petit peu ce que vous avez dit, je crois que nous nous leurrons tous sur le niveau qu'avaient nos prédécesseurs en histoire il y a 40 ans, 50 ans, 60 ans. Hein. Simplement, c'est ce que disait d'ailleurs votre interlocuteur précédent, c'est qu'il y avait une espèce de, comment dire, une espèce de fierté, une espèce de besoin d'avoir un certain nombre de points de culture, et on était, alors c'était pas très agréable, mais on était un petit peu penaud, on était un petit peu honteux quand on ne savait pas quelque chose. Hein. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est qu'on est très fiers de ça. Hein. Enfin bon, j'imagine que tout à l'heure vous parliez de ce député marseillais, Oui. qui est tout à fait heureux de son ignorance, qui ne sait pas lire, qui ne sait probablement pas écrire, et on peut quand même avoir des doutes sur sa capacité à compter. Hein. Bon, voilà, et ça, et on est fiers de ça. Et des gens, je vais dire aussi cultivés que Mélenchon et quelques-uns de ses acolytes, viennent, valoriser cette ignorance. C'est ça qui a changé. C'est-à-dire que, oui, il y a j'enseigne dans une université catholique où les étudiants sont sélectionnés. On a de temps en temps aussi des étudiants qui connaissent pas le b.a.-ba. Hein. D'ailleurs, on est un peu là pour leur enseigner et rattraper tout leur retard. Mais voilà, je crois que c'est, il faut pas s'affoler sur ce type d'enquête. En revanche, est beaucoup plus inquiétant le fait que ça ne soit pas grave, quoi. Bon, Oui, c'est ça. ils connaissent pas la date. Alors, en revanche, sur les termes qui ont trait à la Shoah, à la solution finale, là, je pense qu'il y a non pas une inquiétude historique à avoir, mais une inquiétude citoyenne, parce que on voit très bien d'où ça peut venir, des difficultés qu'il y a dans certains quartiers à enseigner cette histoire-là, de ce qu'on entend dans les médias de gauche sur le conflit israélo-palestinien. Tout ça forme un tout qui place nos compatriotes juifs dans une situation aujourd'hui, je vais dire, de laquelle nous ne devons pas être fiers, hein, parce que franchement, imaginons ce qui se passe aujourd'hui, il y a même 40 ou 50 ans, la France entière aurait été dans la rue. Hein. Ouais. Aujourd'hui, tout ça a l'air complètement normal, et puis, bien sûr, il faut qu'ils enlèvent leur kippa, il faut qu'ils se fassent discrets, etc. Bon, je trouve, c'est nous qui sommes en cause ici. Nous n'avons pas à être fiers de cette situation. Vous avez évoqué la responsabilité des médias qui normalisent un peu cette inculture, puis la faute aux réseaux sociaux aussi, qui font beaucoup de mal à l'apprentissage des collégiens et lycéens qui avalent tout, puisque 41% des jeunes sondés, toujours dans ce même sondage d'Opinionway, considèrent que la loi de séparation des églises et de l'État est avant tout un moyen de discriminer les Français musulmans. C'est ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, en fait. Oui. Donc c'est sûr qu'en 1905, on avait beaucoup pensé à ça. Donc c'est du délire, mais ça existe. Ça pose un certain nombre de questions, et je fais un parallèle avec la volonté de la ministre de l'Éducation d'interdire le téléphone portable au collège. Alors, il faut savoir que le téléphone portable est déjà interdit depuis 2018 à l'école primaire, ce qui est assez logique, mais c'est une mesure importante, ça, pour vous ? Ah ben, je pense que c'est essentiel. Imaginez avant l'invention du téléphone portable, un élève qui aurait déplié son journal ou le journal de Mickey pendant les cours, bon, on l'aurait évidemment réprimandé. Ouais. Oui, je pense que quand même, s'ils vont à l'école, c'est pour être à l'école. Alors qu'il y ait dans le cadre de l'école un apprentissage de l'utilisation de ces médias, mais alors finalement, on va mettre tellement de choses dans l'école qu'on n'aura plus le temps d'apprendre les fondamentaux. Mais enfin, admettons qu'on fasse une formation à ça. Bien sûr. En revanche, que les élèves laissent leur portable à l'entrée, moi je trouve que c'est quand même la moindre des choses. Et moi j'enseigne à des presque adultes, hein, enfin même à des adultes. Je me permets
de leur faire remarquer de temps en temps que ils sont pas là pour consulter je ne sais pas quoi. Hein. Alors bon, il se trouve que dans l'établissement où j'enseigne, ça se passe pas très 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 souvent parce qu'ils sont très studieux. Mais bon, c'est la moindre des choses. C'est d'abord le respect du professeur, mais bon, ça, si vous voulez, c'est passé à la trappe, mais c'est aussi le respect de soi-même. Oui. On vient ici pour apprendre. Et apprendre n'est pas une punition. Apprendre, c'est quelque chose qui va vous permettre de vivre. Et bon, alors je sais bien que M. Delogu s'en fiche complètement, mais c'est quand même pas l'exemple parfait de ce qu'on aimerait voir dans un citoyen français. Mais justement, comment alors j'allais vous poser une question d'abord assez générale. Comment fait-on pour intéresser les jeunes d'abord à l'histoire de France? Vous pourrez y répondre, mais d'ailleurs répondez maintenant. Après, je vous poserai la seconde. Oui, écoutez, on a fait une enquête, vous savez qu'on a créé à la Fondation Napoléon un observatoire Histoire et vie publique, et on a fait une enquête au mois de juin sur la façon dont les jeunes apprenaient l'histoire. Enfin, apprenaient l'histoire, ils portaient intérêt, etc. C'est évidemment l'école qui est le premier facteur, de façon d'ailleurs tout à fait étonnante, c'est l'école, et c'est le professeur d'histoire. Ah oui. Donc, ça c'est clair. D'ailleurs, on a tous une expérience, et c'est assez fréquent d'ailleurs en histoire, du professeur qui était passionnant, quoi, hein, qui incarnait véritablement l'histoire. Ouais. Et alors sur la population qui a été interrogée, donc c'est plutôt une population scolarisée, lycée et université, on s'aperçoit que justement la ressource pour apprendre l'histoire n'est pas les réseaux sociaux, Internet, etc. C'est le professeur, c'est de façon tout à fait, moi qui m'a beaucoup surpris, les musées. Parce que je pense que l'organisation des sorties scolaires dans les musées, etc., donc c'est finalement quelque chose qui a un impact. Alors, ça ne veut pas dire que les musées ont complètement réalisé le rôle nouveau qu'ils jouent vis-à-vis de la jeunesse, mais bon, j'imagine qu'à un moment, ils vont se rendre compte que les jeunes s'intéressent à ce qu'ils font. De façon tout à fait étonnante, alors je ne sais pas si d'après l'IFOP qui a fait le sondage, on peut se fier aux réponses parce que l'application du questionnaire fait que c'est le cas. Par exemple, ils lisent encore beaucoup à 40%. Hein. D'accord. Donc vous voyez, il y a à la fois bien sûr une grande impatience, etc. Mais je crois que c'est plus une impatience, qui vient de la situation générale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire c'est vrai qu'on est tous un peu inquiets, qu'on se rend bien compte que la société est en train de changer, que l'État a pas mal démissionné par rapport aux questions essentielles que posent les citoyens. Et donc, tout ça va rejaillir et on va aller se réfugier dans des choses qui sont chiffrées, qui ont été faites dans des enquêtes bien organisées, etc. Et donc on va beaucoup s'inquiéter de ça. Et je crois que c'est pas ça qui est inquiétant, c'est tout le reste, quoi, hein, si vous voulez, parce que notre société des années 60-70, avec des gens, moi je viens d'un milieu ouvrier, je me rappelle que, par exemple, mon père lisait le journal de la première à la dernière page tous les jours, que j'ai le père d'un de mes amis qui était lamineur dans la sidérurgie, qui était abonné au Monde. Voilà, il y avait cette espèce de désir dans la société d'améliorer, on va dire, sa connaissance des faits, de culture générale, etc. C'est un peu ça qui est le plus, qui est le plus décevant, c'est-à-dire que tout ça apparemment ne compte plus beaucoup. Hein. Oui, donc on a l'impression d'avoir déjà accès à tout, on est abreuvé d'informations en permanence et ça nous trompe d'ailleurs sur notre capacité à apprendre et à retenir, notamment. Et puis vous savez, même pour les professionnels, c'est aussi devenu une facilité. Alors nous, il se trouve qu'on sait où il faut aller chercher, qu'on sait où se trouvent les sites, etc. Et il y a bien des fois où on va, ne pas lire un livre de façon approfondie, etc. Parce qu'on sait qu'on a les données sur tel site internet, que le livre va être finalement dans notre bibliothèque et le jour où on en a besoin, on va aller le chercher. Donc je veux dire, c'est assez général. Hein. Il faut pas croire qu'il y a les grands intellectuels d'un côté et les imbéciles de l'autre. C'est pas du tout. C'est beaucoup plus contrasté, à mon avis. Il faut aussi, quand on veut aborder ces sujets, faut être presque franc avec soi-même, quoi. C'est-à-dire qu'on est tous influencés par la société qui s'est développée dans les 20-30 dernières années.
Alors lutter contre, à mon avis, c'est inutile, parce que c'est trop tard, si vous voulez. En revanche, s'en servir pour faire quelque chose, je pense que ça, c'est tout à fait possible. Nous, on le fait beaucoup sur l'histoire napoléonienne à la Fondation Napoléon. On utilise les réseaux sociaux, tous ces trucs modernes entre guillemets, et ça fonctionne. Alors, c'est vrai que c'est pas des millions de gens, mais c'est des dizaines de milliers. Donc voilà, ce sont des outils de transmission, il faut évidemment les utiliser. Voilà. On évoquait la façon d'intéresser les jeunes à l'histoire de France. En fait, je voulais faire un parallèle avec les députés. Évidemment, on a évoqué Sébastien Delogu. Est-ce que vous seriez pour instaurer un contrôle de culture générale pour tous les députés entrants ? Non, je crois pas. Non, je crois. Écoutez, vous savez, notre système, c'est un système pas démocratique, mais représentatif. Voilà, c'est le responsable de son propre malheur, c'est l'électeur. Oui. Voilà. Alors, si un électeur marseillais n'est pas capable de se rendre compte de l'inculture et du vide sidéral de la réflexion de son député, j'allais dire, c'est presque tant pis pour lui et c'est un peu tant pis pour nous. Moi, je crois que ça ne changera pas en un coup de baguette magique, mais il faut probablement on retrouve une forme d'éducation civique populaire. Et je pense notamment aux médias. Quand vous regardez aujourd'hui ces journaux de 20 heures qui vous informaient vraiment, vous avez 5 minutes d'information, et puis ensuite vous avez la page conso, la page France profonde, qui n'est jamais d'ailleurs la France profonde. On fait tout pour ne pas vous parler de l'actualité, ne pas vous la faire comprendre. Ouais. Vous voyez, tous ces débats, on a l'impression, et même sur les sites de très très grands journaux, y compris un peu à droite, quand vous suivez l'actualité sur leur site, vous avez l'impression d'être sur un réseau social un petit peu, on va dire, un petit peu supérieur, quoi, si vous voulez, parce que l'information n'est plus traitée. Elle est donnée au fil de l'eau. Et on l'a vu quand les Insoumis trouvaient tous les jours une nouvelle idée institutionnelle. D'ailleurs, il y en a une qui va se mettre en place dans les jours qui viennent. Il n'y avait pas de commentaires, c'est-à-dire que c'était Monsieur Machin a dit ceci, puis une heure après c'était Madame Machin a répondu cela, etc. Personne ne vous commente, personne ne vous met en perspective. Et là, on est sur des sites de journaux, donc c'est-à-dire des sites où les gens qui y vont, on va dire, ont une certaine raison d'y aller. Alors imaginez quand ça se passe sur Twitter ou sur Instagram, etc. Donc ce qui manque, c'est le manque de perspective et c'est le manque de mission. Je veux dire de ces médias de masse qui d'ailleurs en plus aujourd'hui sont en train de perdre pied. L'audience des journaux de 20 heures n'est plus du tout celle qu'elle était dans les années 80 et 90. Oui, bien sûr. Donc voilà, on est placé devant un gros problème et on n'a pas de personnalité ou d'institution qui y pense et qui y pense sur le long terme, parce qu'aujourd'hui, vous le savez très bien, ce qui compte, c'est dans 2 heures. Dans 4 heures, c'est déjà le futur, donc on ne peut pas s'en occuper. Thierry Lens, il nous reste 1 minute. Je voulais quand même évoquer avec vous l'ouvrage dont vous avez dirigé l'écriture, un livre énorme, plus de 500 pages sur la nouvelle histoire économique du consulat et de l'Empire. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de ce livre ? Oui, écoutez, donc le consulat et l'Empire, c'est une période formidable parce qu'on étudie toutes les matières sur 15 ans. Donc c'est déjà beaucoup moins difficile. Et donc, en revanche, il y avait un domaine dans lequel l'historiographie avait une faiblesse, c'était toutes les questions économiques, les questions monétaires, les questions de théorie économique. Donc on a voulu faire le point de ce qu'on savait sur ces sujets, et puis apporter des éléments nouveaux avec des études un petit peu régionales, monographiques, etc. Mais voilà, on a voulu faire un livre assez complet. Il y a une vingtaine d'auteurs, ce sont à chaque fois les meilleurs du sujet qui est traité, et c'est un point, je vais dire, qui n'est pas du tout un point d'économiste, mais qui est un point d'historien. Voilà, donc on espère que ce livre va être utile, va être un peu une référence pour ceux qui étudient, on va dire, 1780-1830, savoir un petit peu dans quel état était l'économie, dans quel état était la théorie économique, ce que Napoléon pensait
des théories économiques, etc., etc. Impeccable. Écoutez, je pense que ça plaira à nos auditeurs. La nouvelle histoire économique du consulat et de l'Empire. Merci beaucoup Thierry Lenz d'avoir accepté notre invitation ce matin. Le temps passe beaucoup trop vite avec vous. Oh, vous êtes adorable. Revoyons-nous vite. À bientôt Thierry Lenz.